Bienvenue dans l'Instant H, un podcast d'INRIA dédié à des personnes qui témoignent de leur expérience du handicap, qu'elles soient elles-mêmes porteuses, aidantes ou qu'elles travaillent sur le sujet en tant qu'experts ou chercheurs. Je suis Sarah Pebro, comédienne et auteure, j'ai eu un cancer du sein. J'ai partagé mon expérience avec humour et espoir dans un livre, Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur, et un spectacle, Cas surprise. Dans ce podcast, je vais rencontrer des femmes et des hommes qui vous raconteront comment vivre en situation de handicap, et en particulier dans l'emploi, ce qui a pu les aider dans leur parcours, tant humainement que techniquement, ce qui est mis en place au sein d'INRIA, et tout ce qu'ils tirent de positif de leur expérience. Plongez dans l'Instant H, le podcast qui offre un nouveau regard sur le handicap. Bonjour Titouan. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. J'espère que c'est inédit, c'est la première fois que je fais cette démarche. J'espère que mes propos aideront certains à se reconnaître là-dedans et pourquoi pas sensibiliser les gens sur le handicap et dans mon cas le handicap invisible. Je n'en doute pas. Parce que j'ai eu la chance déjà d'échanger un petit peu avec vous. Est-ce que pour commencer, je peux vous demander tout simplement de vous présenter ? Oui, alors vous l'avez dit, je m'appelle Titouan Raja, j'ai 30 ans. Je suis documentaliste depuis 1 an et demi. J'ai été recruté à l'INRIA au siège de Rocancourt, au sein du service IES, qui signifie donc Information et Édition Scientifique. À l'origine, j'ai été recruté sur un CDD de 22 mois. Et finalement, quelques semaines avant ma prise de fonction, les RH m'ont appelé pour me proposer une nouvelle forme du CDD. Donc on m'a proposé un CDD handicap de 12 mois, avec la possibilité d'être titularisé à la fin, en raison de mon handicap, justement. J'ai été très bien accueilli, que ce soit par mon équipe ou par le service RH. J'ai eu un très bon accompagnement, ce qui m'a permis, 1 an plus tard, de repasser un entretien, ce qui me permet aujourd'hui d'être titularisé et d'être stable sur ma fonction, ce qui, pour une personne comme moi, j'y reviendrai peut-être plus tard, en tant qu'handicapé, était quelque chose que j'attendais depuis un petit moment. Bah super, on va en parler justement. Donc on fait le lien justement sur ce que vous pouvez nous dire. Alors c'est vraiment au choix de chacun, et on s'est parlé un petit peu avant, donc vous le savez, de nous dire ce que vous souhaitez dire sur votre situation de handicap, et puis après on reviendra sur tout le parcours, tout votre parcours. Concernant mon handicap, j'ai pas trop de tabou, puisque je l'ai depuis toujours, donc j'ai dû vivre avec et m'y habituer depuis toujours. Sans rentrer dans les détails, ce que je peux dire, c'est que j'ai une cardiopathie congénitale, autrement dit, j'ai une malformation cardiaque depuis la naissance. Et là non plus, sans rentrer dans les détails techniques, ça fait qu'au quotidien, je suis fatigué assez régulièrement. J'ai une fatigabilité facile, pour plusieurs raisons. Pour moi, la raison principale, c'est que j'ai une saturation en oxygène qui est insuffisante. Enfin, pour tout le monde, elle serait insuffisante. Ce qui signifie que mon sang et donc par la même occasion, mon organisme est très mal oxygéné. Et donc au quotidien, j'ai besoin d'un environnement assez calme, assez simple. Je fais attention à mes déplacements, je fais attention quand je porte des charges lourdes. Voilà, tout un tas d'efforts qu'il faut minimiser au quotidien pour éviter d'être usé, surtout dans le monde professionnel, puisque il faut que je réussisse au quotidien mes tâches et missions quotidiennes. Voilà. Ok. Et alors, donc on va revenir un petit peu en amont. Donc je comprends du coup que ça fait depuis longtemps. Enfin, toujours c'est de naissance ou c'est arrivé un petit peu plus tard ? C'est à la naissance. À la naissance, ça aurait d'accord. pu être détecté avant la naissance, ça n'a pas été le cas, mais c'est depuis toujours. Parce que, vous savez, c'était pour parler un petit peu du parcours, alors de l'acceptation, mais en même temps, c'est pas parce que c'est de naissance qu'on l'accepte peut-être aussi facilement. Je veux dire, c'est de fait, parfois ça arrive au cours de sa vie, une situation de handicap, au cours de sa vie professionnelle ou autre. Et donc là, vous, comment ça s'est passé un petit peu ? Est-ce que c'est au moment de l'arrivée dans le monde professionnel qu'il y a une question de l'acceptation de la situation de handicap, au-delà de ce que vous saviez au quotidien, qu'il fallait que vous ménagiez, j'imagine déjà plus jeune, et tout le long de votre enfance, de votre adolescence, début de votre vie adulte. Comment ça s'est passé, peut-être, l'acceptation par rapport à une situation de handicap au travail ?
D'une part, l'acceptation, elle s'est faite tout au long de la vie, que ce soit tout petit. À l'école, j'avais bien conscience que j'étais un peu différent. Les professeurs faisaient plus attention à moi qu'à d'autres. Mes parents faisaient attention à ma santé aussi. Et puis, annuellement, voire biannuellement, j'avais des rendez-vous médicaux, des check-ups. Donc, on a bien conscience qu'on n'est pas forcément comme tout le monde, qu'on a une petite différence. Et puis, on me faisait savoir qu'il fallait que je lève le pied, que je fasse attention. Voilà. Les moments d'acceptation, les moments les plus durs, paradoxalement selon moi, ont eu lieu à l'âge adulte, et notamment dans le monde professionnel, mais pas que. Et c'est ce que j'appellerais, c'était des moments de processus de réacceptation de la maladie. Si je prends un exemple personnel, avec ma compagne, il y a quelques années, on a décidé de se lancer dans un projet qui était simplement de devenir propriétaire, d'acheter notre logement. Pour beaucoup de gens, je pense que c'est compliqué, mais ça prend pas des proportions énormes, et puis à la fin, ça se finit plutôt bien. Et pour moi, en raison de ma maladie, de mon handicap, ça a été c'était le parcours du combattant. Je l'ai vécu comme une injustice, et j'avais l'impression que toutes les institutions qui gravitent autour de l'immobilier, donc je parle des banques, des assureurs, des courtiers, etc. Alors c'était maladroitement, c'était pas fait exprès de leur part, mais me mettaient des bâtons dans les roues. Et quand je dis que je l'ai vécu comme une injustice, c'est également que j'ai été, désolé pour le terme, j'ai eu l'impression d'être d'une part un boulet pour la société, mais aussi pour ma propre compagne, puisque d'une certaine façon, j'étais un frein, un obstacle à nos projets communs. Et plus récemment, dans ma vie professionnelle, j'ai vécu quelque chose de très dur. J'ai eu une grosse remise en question, j'ai eu une perte de confiance. Dans l'ancienne institution où j'étais, j'ai eu à un moment donné la possibilité d'être titularisé également de la même façon que ce qui s'est fait à l'INRIA. Sauf que le poste sur lequel j'étais, il a été ouvert au recrutement sans concours pour personnes handicapées avec un statut RQTH. Oui, pardon, donc on reparlera après à quel moment vous avez eu votre RQTH aussi, comment ça s'est... Vous pourrez me raconter après. Oui, j'en reparlerai. C'est intéressant aussi pour les personnes qui souhaitent peut-être faire cette reconnaissance. Et donc à ce moment-là, j'avais déjà la reconnaissance RQTH, sauf que le poste en question était également ouvert à la concurrence extérieure. Donc il y a d'autres personnes avec le statut RQTH qui ont candidaté. J'ai raté cet entretien, donc d'une part j'ai vécu comme un échec, mais le plus dur c'est ce qui est arrivé après, c'est que ma direction, mes managers, je marche un peu sur des œufs puisque je parle de mon ancien employeur, mais on m'a fait comprendre que j'avais été plutôt très bon pendant l'entretien, et entre les lignes, et ça a été ça le plus compliqué, on m'a dit que de toute façon j'aurais eu très peu de chances d'obtenir le poste parce que je n'avais pas l'air d'un handicapé. Oh là là. Donc, non mais c'est bien d'en parler parce que ça n'a pas été dit comme ça. C'est fou. Ça n'a pas été dit comme ça, mais à ce moment-là, j'ai eu très peur pour mon avenir professionnel. Et puis, je me suis dit qu'il restait énormément de choses à apprendre de la part des managers, entre autres. Moi, je suis handicapé et je trouve que je ne suis pas le mieux placé pour parler des diversités du handicap, de tout ce que ça suppose, de toutes les questions que ça pose. Non, bah si, puisque vous nous en parlez là. Enfin, après, chacun a son histoire, donc chacun nous apportera. Oui, mais dans une certaine limite. Oui, bien sûr, mais. Et là, ça a été un peu problématique. Et comme je vous ai dit, il y a eu une perte de confiance. Et à aucun moment, pendant les 4 ans que je suis resté là-bas, il y a eu de. On ne m'a jamais rien proposé pour me stabiliser, pour me permettre une continuité sur ce poste, alors que ça se situait à 10 minutes à pied de chez moi. Il y avait tout ce qu'il me fallait, et puis c'était un poste que j'appréciais. Et puis vous aviez les compétences, en fait, tout simplement, parce qu'en fait, situation de handicap ou pas, c'est les compétences qui devraient rentrer en jeu, et pas le fait d'avoir quelqu'un avec un handicap forcément visible, si c'est... Voilà, j'avais déjà les compétences, j'étais déjà sur le poste, et par la suite, j'aurais certainement pu évoluer en interne. Bon, ça s'est pas passé, mais c'est un mal pour un bien, puisque j'ai trouvé plus tard quelque chose qui m'intéressait tout autant, et on m'a offert une autre possibilité bien plus intéressante. Donc on va en parler après, parce que ça s'est justement mieux passé, mais c'est important de savoir aussi, et merci de partager ça avec nous, parce que c'est important aussi de savoir que parfois ça ne se passe pas si bien que cela, et que donc c'est important de parler de ces sujets-là, parce que je pense que plus les personnes auront connaissance et conscience des différentes situations de handicap qu'il peut y avoir, et que si tout est mis en place avec les RQTH, en fait la personne est juste à exactement le même niveau de compétence que
que celle qui n'est pas en situation de handicap. C'est pour ça que ça me semblait important d'en parler. Mais vous avez très bien fait, merci beaucoup. Juste pour revenir, excusez-moi, un petit peu en arrière, à quel moment, est-ce que c'était dans ce précédent poste, à quel moment vous aviez dû faire les démarches pour la RQTH? C'était beaucoup plus tôt peut-être Oui, c'était à la sortie du lycée, c'était D'accord. pas du tout ma démarche, c'était celle de mes parents qui m'ont poussé à le faire, qui m'ont encadré pour le faire d'ailleurs. À l'époque, je comprenais pas l'intérêt. Et puis avec du recul, je vois bien qu'il fallait y passer, il fallait le faire, même si ce sont des démarches parfois un peu longues. Oui. Et également les renouvellements qui peuvent prendre plusieurs mois. D'ailleurs, maintenant, on peut l'avoir à vie, non? Ou c'est pas encore, je crois que c'était en train de passer, de plus avoir besoin de la renouveler à chaque fois, je crois. Mais... alors je crois que dernièrement, quand j'ai dû faire renouveler mon dossier, j'ai eu une période plus longue, mais je me souviens pas du temps, de la période. Ok, donc finalement vous l'avez fait assez tôt dans votre vie de jeune adulte, enfin même adolescent, donc après le lycée. Et refait il y a quelques années. Et refait du coup après régulièrement. Comment est-ce que ça, je trouve que c'est intéressant de le savoir aussi, c'est-à-dire que vous, par rapport à votre entourage, que ce soit vos collègues, par exemple, dans cette ancienne expérience, est-ce que, par exemple, votre situation de handicap, c'était quelque chose dont vous parliez ou pas forcément, et plus, sans vouloir être intrusive là-dedans, c'était plus pour savoir, je trouve que c'est toujours intéressant de partager les expériences, plus pour que les personnes ne soient pas maladroites, parfois dans leur façon d'être, parce que le handicap ne nous définit pas, ça on le sait, mais l'autre ne le sait pas toujours. Est-ce que vous avez des choses que vous voudriez partager de ces interactions En parallèle de mes années d'études, j'ai eu plusieurs jobs d'étudiant et je ne savais jamais si je devais en parler ou pas. En règle générale, j'en parlais pas au début, j'en parlais un peu plus tard quand je rencontrais quelques difficultés. Et mon précédent poste que j'évoquais tout à l'heure, c'était mon premier contrat, on va dire, post-études et à temps complet. Et dans un premier temps, il me semble que je ne l'ai pas évoqué ni dans mon CV ni en entretien. C'est après coup que j'en ai parlé avec certains collègues. Mais il y a eu... tout à l'heure, je parlais de mes managers, mais globalement, il y a eu une compréhension de la majorité. D'accord. Et puis, quand j'avais justement des tâches au quotidien assez fatigantes, déplacer des charges, des livres, des chariots, j'y allais à mon rythme et on ne m'a jamais rien imposé. Donc j'en parlais négativement tout à l'heure, mais il y avait aussi des choses positives. Heureusement. Heureusement. Et quand j'ai commencé à chercher un autre emploi, puisque je me suis retrouvé dans une situation précaire, sachant que mon contrat allait se finir, j'ai commencé, là j'en suis sûr, il n'y a pas de doute, à évoquer mon RQTH systématiquement. D'accord. Et quand on me posait des questions en entretien qui me semblaient pas forcément raccord avec mon handicap, je l'évoquais tout de suite de moi-même. J'ai jamais su si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Bon, ça, finalement... vous êtes écouté pour le faire, en général, c'est la bonne solution. Vous avez bien fait. Et donc, justement, est-ce que vous pouvez nous parler, une fois que vous êtes arrivé chez INRIA, comment ça s'est passé ? Donc, du coup, comme vous le disiez, vous avez tout de suite évoqué au moment des entretiens, j'imagine, du coup, c'est ça Je l'ai évoqué à un moment donné, je ne sais plus pour quelle raison. D'accord. Donc, à l'origine, ce poste n'était pas du tout ouvert pour personnes handicapées. C'est après coup qu'on m'a rappelé... dans cette volonté justement de politique volontariste en faveur des personnes handicapées. Et quand je suis arrivé, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec les RH, notamment Laurence Dupré qui m'a expliqué toutes les démarches que je pouvais demander, comment je pouvais faire aménager mon poste de travail. Et puis surtout, j'ai eu un suivi tout au long de l'année, ce qu'ils appellent des PIAF. D'accord. Donc c'est parcours en J'étais en train de demander. et accompagnement à la fonction. Et donc ça permettait de recadrer de temps en temps, à peu près tous les 3 mois, pour voir ce qui restait à faire, voir ce qui avait été déjà acquis, comment on pouvait faire un bilan tout simplement. Et à la fin de cette année, j'ai donc pu repasser un entretien qui s'est bien déroulé puisque j'ai eu cette titularisation. Et c'était une très bonne chose. J'avais encore jamais connu un tel accompagnement. Et puis surtout, ce qui me semblait important, c'était le côté humain, que ce soit de la part du service RH ou de mes collègues dans le service. Il y avait une compréhension totale, il y a un échange possible. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, tous mes collègues aient bien compris ce que j'avais comme pathologie.
Mais c'est pas un souci, on peut en parler au jour le jour. Et ça, c'est très important dans les échanges. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire, sans rentrer dans les détails, mais nous dire ce que vous souhaitez partager sur ce qui a été mis en place pour vous dans le cadre de cette RQTH? Si, je ne sais pas, par exemple, si c'est en aménagement de poste, peut-être en temps de travail, j'imagine, par rapport à votre fatigue et En fait, sur mon poste, rien n'a été aménagé, mais c'est pas négatif, au contraire, c'est une très bonne chose. En fait, il n'y a pas eu besoin de l'aménager parce qu'il était naturellement... il fonctionnait naturellement pour mon cas. D'accord. Il fonctionnait très naturellement dans le sens où géographiquement ça se situe à 15 minutes en voiture de chez moi quand tout roule, mais donc les trajets se font simplement. Voilà. Et moi, ça m'évite des fatigues au quotidien. Oui, ce que j'allais dire, parce que les trajets, c'est souvent ce qui... voilà. Ça peut être beaucoup de fatigue. Je pourrais prendre le bus au quotidien, mais je mettrais le train puis le bus, mais je mettrais 1 heure facilement le matin et 1h15 le soir. Je pourrais le faire quelques jours. Mais si je devais le dire familièrement, j'arriverais sur les rotules chez moi. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, j'ai eu le droit tout de suite à des jours de télétravail. D'accord. Pareil, je ne connaissais pas ça, j'avais pas le droit à ça sur mon précédent poste. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, pardon, mais ça me surprend. Ce sont des choses ou pas par rapport à ce que vous me disiez. Mais... oui. Enfin bref, moi, ça me permet de me déplacer encore moins. Et 2 à 3 jours par semaine, c'est parfait. Oui, c'est énorme. C'est bien, en tout cas pour un équilibre. Voilà. Et puis surtout, chez nous, on est dans notre bulle. On sait que s'il y a un pépin, on peut le régler assez facilement. Bien sûr. Voilà. Et puis, ce sont des détails, mais qui ont une importance pour moi. Mon bureau, mon environnement est confortable. Et puis, dans mon bâtiment, il y a également un ascenseur. Donc, le matin, quand j'arrive, pour éviter cette fatigue, je peux le prendre et monter aux étages. Je peux faire l'effort au quotidien de monter les étages, mais voilà, s'il y a un souci un matin, un jour, j'ai toujours ça comme option, et ça me permet d'éviter, je vais utiliser ce terme, de la fatigue, ou même des palpitations, des migraines que je peux avoir dans des cas comme ça, et en général, quand ça m'arrive, je suis inopérationnel, donc c'est tout un tas d'avantages qui me permet un bon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et puis surtout, quand je dis que rien n'a été fait sur l'aménagement, c'est pas tout à fait vrai. Il y a justement eu cette chance qui m'a été offerte dès le départ de me rappeler, de prendre la peine de me proposer un nouveau contrat et de me CDIser à la fin. Et je parlais du côté humain, il y a eu ça aussi qui m'a bien aidé au départ. Et au niveau de vos collègues, comment ça se passe? Donc vous disiez, vous n'étiez pas sûr que tout le monde savait forcément exactement ce que vous aviez. Est-ce que vous avez quand même eu quelques échanges que vous voudriez partager avec nous? Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir aussi, comme vous disiez, il y a l'humain, comment l'humain s'est déroulé dans les échanges, dans les gestes ou dans les... Ce qui est particulier sur mon poste, c'est que mon équipe est éclatée aux 4 coins de la France. Donc on fait surtout des visios pour des réunions de service. Donc j'ai pas l'occasion de discuter de tout et n'importe quoi. Oui, je comprends. Il n'y a pas la machine à café où on se retrouve qui permet parfois de parler d'un peu d'autres sujets qui ne sont pas directement dans le cadre de nos missions. Exactement. Par contre, mon handicap, j'en ai parlé tout de suite à mes collègues présents sur Rocancourt. J'en ai parlé à mes supérieurs qui étaient là au recrutement, pendant le recrutement puis plus tard. Et puis en tant que documentaliste, je suis parfois amené à déplacer justement des anciens fonds documentaires pour diverses raisons. Et on m'a jamais demandé d'en faire plus que ce que je pouvais faire. Parce que justement il y avait une discussion et moi j'ai essayé de faire ce que j'ai fait en début de conversation, de décrire comment fonctionnait mon handicap, pourquoi je fatiguais. Voilà. Je pense que globalement mes collègues sont au courant du handicap parce qu'ils savent que j'ai été titularisé sur un poste spécifique, mais certains d'entre eux encore aujourd'hui ne doivent pas savoir dans les détails ce que j'ai et ce que ça suppose pour moi au quotidien. Après, ce que je me dis toujours, c'est qu'on partage de toute façon ce qu'on souhaite avec ses collègues, mais je trouve que parfois, sans partager quelle est la maladie, la situation de handicap exactement, parfois, comme vous le disiez à l'instant, juste savoir les conséquences et que c'est pour ça qu'il y a des aménagements spécifiques, ce qui permet un peu de libérer la parole sur le sujet et puis dire aussi, il y a des personnes qui parfois peut-être n'osent pas faire de RQTH parce qu'elles se disent, oh là là, ça va être une révolution, là finalement ça se met en place, je veux dire, il y a des postes, ça peut être adapté. Et vous, finalement, si je peux me permettre, c'est assez simple. Ce que je veux dire, c'est que ça ne demande pas
des choses techniquement ou qui ont des coûts pas possibles, ou autres. Mais on est dans l'humain et on est dans il y a des besoins, vous avez des besoins spécifiques et en face, on fait une proposition. Oui, dans mon cas, j'ai pas besoin d'aménagement spécifique, donc ça participe peut-être à l'incompréhension que peuvent avoir les gens par rapport à mon handicap. D'ailleurs, sur mes précédents postes, j'avais pas eu besoin d'aménagement du tout et j'étais pas du tout sur un support RQTH. Et ça me fait penser que récemment, un collègue d'un autre service m'a reparlé de mon handicap. Et il était surpris quand je lui en ai parlé la première fois, parce qu'il a cru que je déconnais et j'étais debout devant lui, j'avais l'air en forme, et il a cru ne pas bien comprendre. Donc il y a aussi parfois un problème dans les échanges, c'est le handicap invisible qui veut ça. Exactement. Et on en a reparlé très, très, très simplement la fois d'après, et juste... Voilà. Je pense que les gens, sur le moment, n'osent pas poser de questions. Oui. Et ils devraient s'autoriser à le faire, au contraire, puisque ça permet de dédramatiser tout de suite la situation. De communiquer, oui. Et de mettre au clair. C'est ça, et puis aussi de mettre un mot sur le handicap. Enfin, c'est quelque chose qui peut faire peur, ou parce que plus par méconnaissance ou autre, et tout à coup d'en parler, et puis de se dire, en effet, les handicaps invisibles, c'est plus de 80% des handicaps, donc... et ça concerne beaucoup de personnes, c'est une personne sur deux. Donc il y a tant de personnes concernées que c'est bien que les personnes comprennent et que le handicap, c'est pas qu'un fauteuil roulant. Il y a des personnes en fauteuil roulant, et ça ne se voit pas forcément. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ni une bataille, ni quelque chose au quotidien qui fait que si on se bat par rapport à quelque chose, ou qu'en tout cas il y a des aménagements, il y a des traitements parfois. Voilà, c'est bien je trouve que plus on en parle, comme vous le dites, il faut oser poser des questions. Donc les personnes qui nous écoutent, oser poser des questions sans maladresse et sans intrusion. Mais je pense que juste, prendre des nouvelles, prendre soin les uns des autres entre collaborateurs, et puis parfois juste oser poser des questions en disant, quelqu'un a dit ça une fois, j'avais trouvé ça... pas mal comme façon de faire, si je puis dire. C'était, j'ai peur d'être maladroit, mais je voudrais savoir si je peux t'aider au quotidien sur certaines choses, ou ce que je peux dire, ou ce dont on peut parler. Si quelqu'un arrive en nous disant ça, je pense que on peut engager le dialogue. Moi, je trouve ça très bien, parce que ça permet de ne pas en faire une fatalité, mais ça permet ça évite que le handicap nous définisse. Et moi qui en parle de plus en plus et de plus en plus facilement dans le monde du travail, je trouve qu'il n'y a rien de plus naturel que d'en parler simplement. Et parfois même, je pense que ces gens ne doivent pas hésiter à faire un peu d'humour. Alors ça dépend de la personne en face d'eux. Mais moi, ça dépend de l'humour. Hein. Ça dépend de l'humour aussi. Non, on va pas lancer tout le monde. Non, c'est sûr. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, je sais que j'ai des amis qui se moquent depuis des années, et c'est bienveillant, c'est gentil. Bien sûr, non. Et, au contraire, je suis très friand de ça. Moi-même, j'ai souvent utilisé l'autodérision dans ma vie pour en parler, plus jeune notamment. Et je pense que c'était une façon peut-être de me protéger. D'ailleurs, ça montrait que derrière la personne handicapée, il y avait quelqu'un qui pouvait communiquer normalement. Et ça m'évitait un regard qui pouvait être pas forcément agréable pour ma personne de la part des gens qui étaient en face de moi. C'est une façon de dédramatiser aussi. Donc, comme la personne en face, souvent le handicap lui fait peur, si on le dédramatise, tout à coup, ça engage plus le dialogue. Oui, et je pense qu'en tant qu'handicapé, on peut leur apporter cette facilité aussi pour désamorcer le complexe de la conversation. Et c'est pour ça qu'en fait, la personne peut venir à nous et puis on peut aller vers elle aussi, mais comme vous l'avez déjà fait à différents moments. Alors, je voulais vous demander comment humainement ça s'est passé au sein de votre équipe, mais vous nous l'avez un peu dit, que même en dehors de vos Zooms, il pouvait y avoir des échanges. Qu'est-ce que, à travers votre parcours, vous auriez aimé peut-être qu'il se passe différemment, si vous pouviez changer quelque chose? Je pense que j'aurais aimé qu'il y ait plein de petits détails qui se passent différemment. Je parlais des démarches administratives. C'est vrai que si j'avais pu éviter certains problèmes, certaines difficultés avec mon dossier RQTH, l'assurance maladie, mes mutuelles, etc., ça aurait été un bienfait. Ça aurait facilité beaucoup de choses. Je pense, on parlait de la façon de communiquer avec les gens. Moi, ce qui m'a manqué, donc je suis suivi depuis toujours par le personnel soignant. Ils sont en général bienveillants, mais par contre, quand on va à leur rencontre, ils n'ont pas le vocabulaire, ils vulgarisent pas leurs propos, et c'est très compliqué. Moi, en plus, je viens à l'origine des sciences humaines et sociales. J'ai des facilités pour ça, j'en ai pas pour les sciences dites dures. Et parler de la mécanique
du corps et du cœur, c'est un peu compliqué. Et je pense que dans ma vie, ça m'a parfois bloqué pour parler de mon handicap. Ça a parfois posé problème avec les personnes avec qui j'en discutais. Donc ça, j'aurais bien aimé justement... c'est un travail que j'aurais pu faire aussi de mon côté. Oui, mais bon, je pense que du côté des médecins, on peut leur fournir une petite liste de choses à mettre à jour en termes de psychologie aussi. Ils sont rassurants, bienveillants, oui. Mais il y a le jargon qui oui, va pas et puis toujours. C'est important de... Moi, je dis toujours la plus grande intelligence, c'est de savoir expliquer, par exemple, quand on est expert dans un domaine, de savoir expliquer ce qu'on fait à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine et n'est pas forcément au même niveau d'études ou les mêmes types de connaissances, et d'être capable d'expliquer clairement ce qu'on fait sans donner l'impression l'autre qu'il n'est pas capable de comprendre ou autre, mais juste qu'on lui explique tel qu'il peut le comprendre, et c'est ça. Et c'est déjà assez compliqué de faire face à une situation de handicap, sans dramatiser, mais juste parce que oui, c'est quelque chose qu'on porte. Donc si en plus en face, on doit traduire ce qu'on nous dit, c'est un petit peu compliqué. Donc les médecins, si des médecins nous écoutent, n'hésitez pas à changer un petit peu les choses. On peut toujours changer. Dans l'éducatif. Oui, c'est ça. Et puis c'est intéressant pour eux d'être davantage dans l'échange, qu'ils seront plus dans l'échange que dans le je pose quelque chose et nous, on doit décoder. Un moment d'absence, on doit décoder. Et qu'est-ce que vous gardez, à contrario, de positif ? Toutes les personnes aidantes que j'ai pu rencontrer ou qui sont là depuis toujours pour moi, puisque finalement, il y a du négatif, il y a des moments assez compliqués, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Mes parents, ils ont toujours été là pour moi. Mes amis, en règle générale, comprennent totalement, et dès que j'ai besoin de quelque chose, ils seront là. C'est très important, je pense, pour les personnes qui ont des difficultés comme ça. Moi, je me souviens d'un professeur au lycée qui nous avait demandé de remplir une feuille avec nos noms, prénoms, nos informations et les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et j'avais justement expliqué que j'avais une cardiopathie, il n'avait pas compris tout de suite, mais il y avait eu un échange avec ce professeur. Et il avait assez rapidement compris mes besoins. Et en fait, il avait fait en sorte, côté administratif, que j'ai le droit à un double de mes manuels. Comme ça, j'en avais chez moi, mais aussi, il y a un casier qui a été créé pour moi au lycée. Donc finalement, pour pas avoir apporté, pour pas avoir apporté de charges lourdes et mes 5-6 manuels scolaires dans le dos. C'est pareil. Moi, je pense que ça m'a permis le matin d'arriver plus sereinement, de suivre les cours plus sereinement et de ne pas avoir les problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, des palpitations, des migraines. Donc ce sont toutes ces petites choses-là que je pourrais garder dans ma vie. Puis je parlais du personnel soignant qui ne savait pas forcément vulgariser, mais dans mon cas, ils ont toujours été très rassurants, à tel point qu'à un moment de ma vie, même tout petit, mes parents avaient la possibilité de partir vivre comme expatriés dans des pays en voie de développement. Donc il y avait cette peur de leur part de ne pas avoir sous la main les hôpitaux, personnel soignant pour pouvoir gérer mon cas en cas de difficulté. Et ils ont toujours dit qu'il valait mieux vivre, qu'il fallait foncer. Et puis j'ai pu découvrir plein de choses et j'ai vécu tout à fait normalement, comme n'importe qui. Ça, c'est un plus aussi. Bah oui, il y a des beaux souvenirs. Qu'est-ce que vous diriez à un collègue qui viendrait soit d'apprendre, soit d'accepter sa situation de handicap ? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ? Je trouve que la question, elle est un peu épineuse, puisque tout dépendra du contexte de la situation, bien sûr, ouais. Du comportement de la personne aussi. Et puis, déjà, ce que j'aimerais éviter, c'est prétendre que je peux comprendre ce qu'il est en train de vivre, parce que chaque situation est différente, chaque maladie est différente. Je pense que dans tous les cas, j'essayerai d'avoir un discours honnête, mais bienveillant. Honnête dans le sens où je refuserai d'occulter... Je pense qu'il faut lui dire que très certainement, il vivra des moments un peu pénibles, ne serait-ce que médicalement, administrativement. Mais par contre, j'essaierai d'être rassurant en utilisant mon expérience de vie. Voilà, donc si je devais résumer, ça serait un discours réel mais optimiste pour cette personne. Très bien. Déjà, avec tout ce que vous nous avez transmis, là, il ou elle aura beaucoup de matière déjà dans son propre parcours. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, quelque chose que vous voudriez partager sur... alors, je ne sais pas, est-ce que c'est votre vision de la vie aujourd'hui ? Est-ce que c'est
un petit mot de positif. Moi déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai hésité longuement à venir aujourd'hui puisque j'étais pas sûr que mes propos, cette discussion puisse apporter quelque chose à quelqu'un. Et en faisant le bilan, par rapport à tout ce que j'ai vécu, je me dis il y a toujours quelque chose à en retirer. Que d'une certaine façon, je suis la preuve. Il y a plein de gens dans mon cas qui ont un handicap, une maladie, mais qui pour autant vivent tout à fait normalement. Et puis je finirai sur un point totalement personnel. Je suis devenu, il y a 3 mois, l'heureux papa d'une petite fille qui est félicitations. Merci, qui est en pleine forme. Et ça, c'était une grande fierté, puisqu'il y a eu toute une démarche derrière pour s'assurer qu'il n'y avait pas les mêmes risques que moi. Et voilà, la conclusion, ça serait de dire qu'on peut être différent, mais que ça n'empêche pas d'accéder au petit ou grand bonheur de la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une dernière petite chose, je ne sais pas, je voudrais pas, s'il y avait quelque chose que vous vouliez partager, qu'on n'aurait pas abordé, que ce soit votre expérience actuelle, professionnelle, ou voilà, quelque chose que vous n'auriez pas partagé. Ce que je pourrais faire pour finir, c'est remercier encore une fois l'INRIA et toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont permis cette stabilité dans l'emploi dont j'avais grandement besoin, et qui a eu lieu à la suite d'un moment où j'étais au contraire assez démotivé au niveau professionnel. Et depuis 1 an et demi, c'est tout l'inverse que je vis, et j'ai à nouveau des perspectives professionnelles, d'évolution, et je pense que c'est très important. Il faudrait que un maximum d'institutions, un maximum de personnes portent justement ces politiques volontaristes en faveur du handicap. Super. Merci beaucoup, Titouan. Merci à vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci à notre invité pour son témoignage inspirant. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de l'Instant H, le podcast d'INRIA dédié à des personnes qui témoignent de leur expérience du handicap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, en envoyant le lien à 1 ou 2 collègues et à des proches, et en parlant dans la vraie vie. Nous sommes tous concernés. Et c'est en partageant ces témoignages et ces messages inspirants que nous parviendrons à changer le regard sur le handicap, pour mieux vivre et mieux travailler ensemble. Et pour finir sur une citation de Thérèse de Lisieux, que Nicolas a partagée avec nous lors de l'enregistrement, « Le soleil brille toujours derrière les nuages. L'Instant H, le podcast qui offre un nouveau regard sur le handicap. »